Professeur André Grimaldi, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, si j'ai bien compris. Vous avez passé une grande partie de votre vie dans cet hôpital. Vous allez nous raconter. Mais avant d'arriver à la Pitié, où vous avez passé de nombreuses décennies, que s'est-il passé pour André Grimaldi? On va essayer de retracer un peu votre parcours. Je rappelle quand même pour ceux et celles qui nous écoutent que vous avez écrit de nombreux ouvrages, mais aussi et surtout des ouvrages qui ont un rapport évidemment à l'hôpital. Alors, comment vous êtes devenu médecin, nous verrons ça plus tard, mais commençons par le début. Vous êtes né à Dax en 1944 et dans un milieu qui n'est pas celui de la haute bourgeoisie, si j'ai bien compris, puisque vos parents... Mon père était postier. euh, et comme c'était à l'époque, il a franchi l'ascenseur social puisqu'il a été terminé directeur des postes. Mais il a commencé au guichet. Euh, Ma mère a travaillé pendant 15 ans, d'abord comme institutrice, puis postière, puis ensuite a élevé ses enfants. Et j'étais dans une famille quand même très liée à ce qu'on appelle aujourd'hui le service public. Mon grand-père était cheminot. Mon frère aîné est devenu professeur. Donc voilà. Ce qui m'a marqué dans l'enfance, Ah, votre c'était père est corse. Corse, oui, mais Corse qui se reconnaît dans les valeurs de la République. Donc il est Corse, socialiste, il parlait avec une admiration de Léon Blum. Voilà, donc bon, j'étais petit, mais il était donc militant syndical. Il militait au syndicat de FO qui avait scissionné de la CGT après la guerre. Et je me rappelle, la première chose pour moi frappante, c'est 1953. Il y a une grande grève de la fonction publique. Je me rappelle le nom du gouvernement 4e République, le gouvernement Daniel. Mon père est donc sur le pont de la grève. C'est un grand fumeur, comme à l'époque, beaucoup de gens. Et il fait un infarctus du myocarde. Moi, j'ai 7 ans, 8 ans. Il était lui-même orphelin, donc c'était un traumatisme qui le réveillait. Et alors, déjà, un propos médical. Comment on soignait un infarctus du myocarde à l'époque? C'est quasiment les débuts de l'électrocardiogramme. C'était monsieur, vous restez au lit pendant 6 mois. Ah oui. Surtout pas le moindre effort. Interdiction de tenir un chien en laisse. Interdiction de monter des escaliers. À l'époque, il n'y avait pas d'ascenseur. Et donc, mon père, pensant qu'il allait possiblement mourir, se sentait un devoir de me transmettre les histoires de la guerre, de la résistance. Je me rappelle de cette époque. Puis la deuxième, c'est qu'ensuite, il n'est pas mort. Et il a été envoyé par son ami, puisqu'ils étaient dans le même parti, Guy Mollet, à SFIO, en Algérie, où, comme vous savez, nous ne faisions pas la guerre. C'était les événements d'Algérie. Et il était envoyé parce qu'il y avait un plan de pacification et de développement de l'Algérie. Donc, moi, je suis au lycée, en classe de 4e, et je viens de Paris, petit Parisien, qui arrive en Algérie au milieu de la guerre, mais en même temps, je découvre un nouveau monde. Vous êtes à Alger ou à Oran? À Alger. Alger. À Alger, et je suis en classe de 4e, en 3e, c'est 58. Ce sont les émeutes, le soulèvement et l'arrivée du général de Gaulle. Donc je me rappelle de ça. Et donc je vis la guerre à Alger. Il y avait bien sûr tous les militaires, il y avait une ambiance, mais l'ambiance était joyeuse, festive. Ça, rien ne pouvait arriver. C'était l'insouciance absolue. Et à l'époque de l'adolescence, et en même temps l'excitation des événements. Et j'ai retrouvé ça dans le livre de Sébastien Haffner, quand il dit pour ceux de l'arrière, la guerre, c'est quand on est jeune, c'est l'excitation. On écoute la radio, les barricades. Bon, voilà. Donc je me rappelle de ça. Et en même temps, j'étais décalé parce que moi j'étais parisien. Mon père était donc socialiste. Il se souvenait de Général de Gaulle quand Général de Gaulle a dit en gros il faut aller vers l'autonomie, puis après, de fait, vers l'indépendance. Donc j'étais en décalage avec le milieu pied noir, sympathique par ailleurs, mais complètement inconscient de
de l'évolution historique. À l'époque, est-ce que vous aviez conscience des appelés de ceux qui faisaient leur service militaire en Algérie, dont Oui, on connaît maintenant assez bien la trajectoire grâce au livre de Raphaël Branche? oui, partiellement la raison que mon frère, qui a 11 ans de plus que moi, a été appelé. Ah, Donc, le frère qui est devenu professeur de professeur de philosophie. philosophie, Ah oui. a été appelé et était appelé en Kabylie. Donc il y avait, mais plus dans le sentiment de l'angoisse, plutôt que les horreurs. Certains ont été amenés à participer l'un et l'autre. Un, un- un ami me racontait encore cet été que son frère lieutenant est en correspondance par talkie-walkie avec une équipe de soldats qui lui disent mon lieutenant, on a fait un prisonnier, lui est en bas, eux sont en haut, il leur dit descendez-le, il entend une rafale de mitraillette, donc cet homme a été tué. Donc, par quelle histoire, le mot descendez-le lui disait mais moi je voulais dire amenez-le, ils ont compris tuez-le. Enfin bon, c'est une anecdote, mais qui montre qu'il y a des traumatismes qui ont été définitifs pour des gens ça rappelle la situation actuelle où Poutine ne fait pas la guerre à l'Ukraine, nous ne faisions pas la guerre en Algérie. Quoi. Bon, donc ne pas pouvoir, ce que disait Camus, ne pas appeler les choses par leur nom, c'est pire. Hein. Et quand il rentrait en France, c'était là encore le silence, tu as bonne mine, le soleil te réussit. Bon, et donc... voilà, donc toutes ces séquelles, oui. Moi, je ne les ai pas vécues moi-même. Oui, j'ai bien compris, mais est-ce que vous avez l'impression, avec l'âge, avec vos amis, ou même avec votre frère, que ces souvenirs de la guerre d'Algérie sont aujourd'hui plus prégnants qu'il y a 30 ans, par exemple, ou Ben, ils 40? sont, c'est toujours pareil, c'est que on reproduit ce qui s'est passé, y compris dans la Deuxième Guerre mondiale, c'est qu'une période de silence, de chape de plomb, et puis c'est les générations d'après qui disent, qui veulent savoir, bon, ils racontent, et donc la vérité apparaît après coup, quoi. Enfin, l'affaire Audin en est typique. Il faut attendre une nouvelle génération, un président qui n'a pas été impliqué pour reconnaître ce qu'on savait. Alors, moi, je rentre avant l'OAS, avant l'indépendance à Paris, je rentre au lycée Louis-le-Grand, et là, comme je suis quand même très mobilisé par la guerre d'Algérie, j'adhère au Front universitaire antifasciste. Quand Donc vous rentrez en 60, 61. 61, Donc avant, un an. mais je rentre quand c'est le premier émoi où il y a des manifestations d'Algériens dans les rues d'Alger, ce qui semblait impensable avant. Donc c'est à ce moment-là que je rentre. Et bon, donc l'attentat du petit Clamart, enfin tout ça, je vis ça en direct et j'adhère j'étais à Louis-le-Grand, puis j'ai claqué la porte de Matsup. Vous êtes à Louis-le-Grand, Ouais, en terminale. en terminale, voilà. Un mot sur la terminale quand même. Vous avez eu des professeurs qui vous ont Non, marqué à Louis-le-Grand? j'arrivais d'Alger, on m'avait dit, oh là là, ça va Ouais. être tellement dur. Donc je travaillais énormément, ce qui fait qu'au contraire, j'ai été, parmi les tout premiers, donc à Louis-le-Grand, on m'envoie en maths sup. Et là, au bout de 15 jours, je fous le camp parce que c'était l'infantilisation absolue, une espèce d'ambiance effrayante. J'avais une sœur qui avait 2 ans de plus que moi qui faisait médecine. Et ces étudiants en médecine frimaient beaucoup. Bon, donc voilà, j'ai été attiré vers l'idée de médecin. Voilà, on n'est plus infantilisé. Je me D'accord. trompais. C'est-à-dire comment dans un premier temps, vous adhérez donc au Front universitaire Antifasciste, ouais. antifasciste. On faisait pas grand-chose. Hein. Non, c'est On, pas on prenait des gardes, Ouais. soi-disant, pour veiller, je me rappelle, les gardes à la revue Esprit ou autre, à cause de l'OAS. Bon, donc il y avait voilà, on n'était pas très utile, mais enfin on croyait qu'on l'était. Donc de la terminale, Matsup, vous claquez la porte Matsup, ouais. de Matsup pour vous inscrire en En médecine. médecine. Et Et là, je découvre l'inverse de ce que je pensais, je découvre le mandarinat, c'est-à-dire l'infantilisation absolue et l'arbitraire. Donc ça va être des années. En même temps, dans le mandarinat, il faut bien voir, ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle aujourd'hui le mandarinat. Quand le mandarinat, c'était un grand patron, 2 grands patrons, et avant, il y avait Robert Debré, Valéry Radeau, il n'y en avait pas 36, il y en avait 2, vous étiez avec dans l'un ou avec l'autre. Et les ministres étaient au service de ces grands mandarins. L'administration, n'en parlons pas. Donc, alors, il y avait aussi des personnages d'exception, comme Robert Debré, hein, dont les élèves
n'étaient pas seulement des disciples médicaux, mais c'était une philosophie, une manière d'être. Ils recopiaient le patron. La génération d'avant, les élèves les plus doués étaient choisis pour épouser la fille du patron. Oui. Hein, Raymond Garcin, qui j'avais été comme externe, grand neurologue, avait épousé mademoiselle Barré de Guillain-Barré. Tous les élèves, moi j'étais un de ses élèves, Jean Laprelle, quand il disait Monsieur Garcin, on avait tout dit. Hein. Une fois par mois, il y avait la visite de la consultation de Monsieur Garcin, où venaient de toute la France, envoyés par des neurologues, des cas neurologiques difficiles. C'est tout un cérémonial qui commençait par les externes, nous, qui sélectionnons les malades, puis les internes, puis les chefs de clinique et assistants, et on montrait aux patients, au patron, 4 à 5 patients qui avaient été sélectionnés. Il faisait sa visite, sa consultation, dans une salle où il y avait une 50aine de neurologues. Le malade rentrait en slip au bout de la salle, montait sur l'estrade, le patron l'examinait devant tout le monde, la surveillante était à côté de lui, et il y avait un interne qui tenait le cahier. Et sur le cahier, il écrivait les décisions du patron. À hospitaliser, pas hospitaliser, encéphalographie gazeuse ou pas, ponction lombaire ou pas. Voilà. Et en 68, tremblement de terre, l'interne a fait la grève du cahier. Le service tremblait sur ses bases. On n'était pas dans la grève des soins, on n'était pas dans la grève des urgences. On avait osé dire à M. Garcin, on arrête la consultation magistrale avec le cahier où on tient... Quand il y a la visite du patron, qu'il faisait dans chaque salle, une fois par semaine, c'était un troupeau. Il y avait M. Garcin, et puis le petit externe, il était loin derrière, il ne voyait rien. Tout le monde regardait comment M. Garcin raisonnait, et le malade était un objet. Donc vous avez vécu la fin de ce La fin de ce mandarinat et du modèle anatomoclinique. Le malade n'était qu'un objet. Jean Laprelle, qui était l'assistant, qui était un grand neurologue également, avait cette phrase au lit du malade. Quand nous aurons l'examen très complet, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire l'autopsie. Hein, et on pouvait lire dans des articles, l'autopsie est la phase ultime de la relation médecin-malade. C'est vraiment le malade objet qui est là pour présenter ses symptômes, point. Et surtout ne répond qu'aux questions qu'on lui pose, hein, et se taire autrement. Donc voilà, ce modèle-là était en 68. Et puis, c'est le modèle Bichat, non? Oui, c'est un modèle historique. Moi, quand j'étais externe, on passait une matinée par semaine en salle d'autopsie. Ah oui. On ramenait le cerveau dans du formol, et puis un mois après, on coupait le cerveau et on regardait si les neurologues s'étaient trompés ou pas. Parce qu'il n'y a pas de traitement. L'art de la neurologie, c'était de donner le diagnostic. Où était la lésion? Bon, tout ça, évidemment, les problèmes. Alors, d'ailleurs, en 68, quel est le moteur qui déclenche le mouvement en médecine? Ce sont les jeunes chefs de clinique, pas nous les étudiants, les jeunes chefs de clinique, dans les disciplines les plus modernes. Là où la biologie, donc ce n'est pas les neurologues, ce n'est pas les chirurgiens, ce sont les hypertensiologues, les néphrologues, les immunologistes. Ce sont eux qui créent un manifeste qui commence par les phrases suivantes dénonçant les patrons, plus soucieux, disent-ils, de la carrière de leurs fils que de celle de leurs élèves. Et évidemment, ça crée vraiment un tremblement de terre. Et les étudiants, moi je viens de passer l'internat, dans l'arbitraire absolu, on s'engouffre. Et on crée les comités d'action des étudiants en médecine pour mettre à bas le mandarinat. Alors, comité d'action des étudiants en médecine, donc c'est là où vous allez rencontrer Alain Krivine, Daniel Ben Saïd, Weber et... Oui, alors ils sont pas à la faculté de médecine. La médecine, c'est des étudiants sérieux. Les étudiants en médecine, c'est sérieux. Donc, en 68, c'est pas du tout l'Odéon. À la faculté de médecine, on fait un livre blanc, on réforme les programmes, on dit qu'on ne veut plus apprendre l'anatomie comme avant. L'anatomie était la grande discipline phare. Bon. Et puis les agrégés venaient nous voir. Enfin, on était le nouveau pouvoir. Donc, mais évidemment, vu les événements en toute la France, on allait à la Sorbonne voir ce qui se passait. Nous, on était propres sur soi, étudiants en médecine, mais on allait voir. Et je tombe sur une bande d'étudiants sérieux
qui nous racontent qu'ils ont tout prévu, qu'ils savaient ce qu'il fallait faire. Donc moi j'étais très impressionné parce que j'avais à préparer mes questions d'internat, on travaillait énormément, et pendant ce temps-là on se dit il y a des gens, alors c'était ce que vous dites, les Alain Krivine, Daniel Ben Saïd et Henri Weber, qui m'apparaissaient comme les bons élèves, mais qui avaient travaillé eux l'idée d'une révolution alors, qui était mondiale, puisqu'on avait le Vietnam, la Tchécoslovaquie, on allait changer le monde. Voilà, et donc je m'engage avec eux, fasciné par l'idée qu'ils avaient tout prévu, puisqu'ils avaient écrit un livre d'ailleurs qui s'appelait Mai 68, une répétition générale. Donc c'était, voilà, on allait recommencer, quoi, c'est en mieux, et réussir à changer le monde. Alors, 3 personnalités très différentes. Alain Krivine, le militant, Daniel Ben Saïd, le philosophe, l'intellectuel, et Weber, dont j'ai oublié le prénom, là, bêtement, Henri Weber, pardon. Henri Weber, donc plutôt l'homme des j'allais dire, des relations politiques. Oui, à l'époque, il était surtout l'homme du mouvement. Il représentait bien un des leaders du mouvement étudiant. Oui. Donc, il était plus sensible à ce qu'était l'humeur du temps. Et l'humeur du temps changeant, il a changé son orientation. Alors qu'Alain Krivine, je l'ai connu toujours à la fois modeste, mais toujours ferme, militant, d'humeur égale, quoi qu'il arrive, même dans les coups durs. Et par rapport à la situation actuelle, quelqu'un qui ne se mettait pas en avant, qui avait le sentiment, qui renvoie une idée de service public. Il n'était pas pour se servir, mais pour servir. Donc, il a fait des campagnes présidentielles, mais à chaque fois, il n'avait pas envie. Il y avait d'autres plus brillants, mais mieux que lui. Donc, c'était à contre-cœur. Il faisait ça comme un devoir. Un devoir. Et Ben Saïd, c'était vraiment un philosophe. Et au fond, c'est un peu égaré en politique, je dirais. Parce que c'est pas là qu'il était au fond, c'est pas là qu'il était le meilleur, même s'il était un orateur brillant. Mais ce qui l'a plus marqué, c'était quand même une vision philosophique. Et voilà, donc je crois. Et puis après. Il n'y avait pas, j'imagine, à la Ligue communiste de l'époque, il ne devait pas y avoir beaucoup de lecteurs attentifs de Walter Benjamin un peu, parce que c'était très intellectuel et très la génération de l'après-Shoah, quoi. Hein. Oui, vous avez donc, raison. il y avait au fond une sorte de tradition. Alors, au fond, dans le trotskisme, il y a du Talmud, quoi. Alors, ça peut être jusqu'à où la virgule est mal placée et on fait des scissions, etc. Mais ça peut être un souci intellectuel, que ce soit Plenel et compagnie, en fait, tous ces gens qui sont passés par là, se caractérisent par cette espèce à la fois de vision historique et du travail intellectuel. Donc, voilà, c'est une ambiance... oui, mais enfin, bon, au bout d'un certain temps de ça, je n'adhérais plus tout à fait à l'idée qu'on allait changer le monde. Ça me paraissait pas... Alors oui, comment ça se passe, disons, après 68, les années 70, le début des années 70, jusqu'au moment où vous allez véritablement entrer dans la carrière hospitalière? Ce qui se passe, c'est que, d'une part, évidemment, un mouvement comme 68, c'est très important, ça donne des vagues successives, y compris ce que sera la grève de l'IP. Bon, ça a des rappels comme un tremblement de terre. Hein, mais moi, en même temps, j'adore la médecine. Donc, je suis très écartelé. D'un côté, ils me disent faut que tu milites quasiment le plein temps pour changer le monde. Changer l'hôpital, c'est important, mais enfin, bon, changer le monde, c'est plus important. Et d'autre part, la médecine, c'est très exigeant. Si vous êtes honnête, en médecine, il y a une phrase d'un collègue qui me paraît très juste, qui dit en médecine, ce qui est difficile, c'est les 80 premières années. Après, ça va tout seul. Donc, vous n'êtes jamais bon en médecine, enfin, jamais suffisamment. Il faut travailler, et puis vous êtes quand même au service des patients. La seule limite, c'est les autres patients. Donc, j'étais très écartelé, je vivais ça assez douloureusement. Et à un moment, il fallait faire des choix. Alors, les choix, c'est en même temps des choix de vie. C'est l'âge où on commence à avoir un enfant, et donc je balance dans la médecine, quoi. Et là, je me dis maintenant il faut changer, quoi. Maintenant il faut quitter ce qui était le vieux modèle. Il se trouve que je suis diabétologue, donc il y a à la fois la recherche, mais il y a aussi l'organisation du système de soins, la place des malades dans le système de santé.
Moi, j'avais connu cette place où le malade est un porteur d'organes. Donc, et là, je rencontre quelqu'un qui est un pionnier sur le sujet, qui est Jean-Philippe Assal, qui est un Suisse, lui-même diabétique insulino-dépendant, professeur de diabétologie, et qui, en 1975, à l'hôpital universitaire de Genève, crée une unité d'éducation et traitement pour le diabète. Et là, il crée un nouveau modèle de prise en charge du patient diabétique. Alors, il y a des glaces sans teint pour voir que est-ce que les consultants coupent la parole au malade ou le laissent s'exprimer, lui permettent de s'exprimer. Qu'est-ce que ça veut dire éduquer un adulte pour qu'il apprenne à se soigner? C'est pas des cours. Donc remise en cause de la pédagogie. Une maladie chronique, c'est quand ça vous arrive qu'on peut pas guérir, qu'on peut soigner mais pas guérir, c'est un tournant dans la vie. Quand c'est notamment un diabète insulino-dépendant, que vous êtes jeune, donc il fait venir un psychiatre, ils travaillent ensemble, ils disent l'acceptation de la maladie c'est comme un travail de deuil. Donc tout d'un coup, pédagogie, psychologie, il dit moi je connais bien le diabète mais je connais pas. Et donc il crée ce que j'ai appelé la troisième médecine, la médecine de la personne. Et c'est lui qui va créer le concept d'éducation thérapeutique du patient, qui est repris par l'OMS. Donc ensuite, je fais des travaux de recherche, ce qui me permet de devenir agrégé, d'avoir un rôle dans le service. Et finalement, avec plus ou moins l'accord du chef de service de l'époque, enfin du moins il ferme les yeux, j'embarque les infirmières pour aller se former chez Assal. Donc tout le monde va partir se former chez Assal et changer de service. Donc, à ce moment-là, vous n'êtes pas encore chef de service. Je ne suis pas encore chef de service, et après, quand je suis chef de service, je pourrais le faire complètement. Et alors là, à ce moment-là, passer d'un service qui est à l'ancienne de 60 lits à un service de 35 lits avec des unités thématiques. Parce que moi, j'ai connu l'époque où c'était la salle du professeur machin, la salle du docteur X, et pas du tout une fonctionnalité, en disant, par exemple, en cardiologie, là, c'est les troubles du rythme, là, c'est l'insuffisance cardiaque, là, c'est la cardiologie interventionnelle. Non, c'était par le nom des professeurs qu'on faisait les différentes salles. Bon, donc, la médecine se spécialisant, au sein de chaque discipline, il y a des sous-spécialités. Mais pour la formation des internes, il faut donc qu'ils puissent passer d'une unité à l'autre. De même, les infirmières peuvent avoir un goût, l'une pour s'occuper par exemple du pied diabétique, des pansements et progresser sur ce sujet. Donc on va créer, nous, une unité de podologie pour prévenir l'amputation. Alors les autres collègues de Paris me disent « Tu es fou, le pied pourri, moins on en a, mieux c'est ». Bon, nous on fait l'inverse, on va créer une unité spécialisée. Et on fait venir des compétences, et puis une unité d'éducation, puis des unités de prévention, puis une unité pour la grossesse. Et c'est maintenant les médecins qui vont tourner, et en même temps, les seniors se spécialisent. Donc, on vit ce processus, qui est une des facteurs de la crise, pas le seul, mais l'ultra-spécialisation est le progrès, mais du coup, elle est un obstacle à la prise en charge globale du patient. Alors, vous devenez chef de service à partir de quand 91, si mes souvenirs sont exacts. Attendez que je ne dise pas de bêtises. Non, je suis nommé agrégé en 91 et je deviens chef de service en 99. Voilà. C'est pas sacré pour moi, parce que contrairement à d'autres qui sont fascinés par le problème du bureau, je ne prends pas le bureau de l'ancien patron, je prends le bureau de la secrétaire. Donc je pense que c'est pas, le problème des bureaux n'était pas mon problème, mais j'avais la chance quelque part d'avoir pas un grand héritage. Parce que les collègues qui héritaient, comme l'Hôtel-Dieu, c'était la Mecque de la diabétologie. Ils avaient un héritage terrible sur les épaules. Bon, et au fond, ça les bloquait pour être créatifs, innovants. Ils étaient très attachés à ce qu'ils avaient reçu. Moi, ayant moins reçu, je n'étais pas attaché du tout. Et je me sentais libre de transgresser. Bon, j'avais gardé un sentiment à la fois de quelqu'un qui veut changer le monde. Donc, bon, pas impressionné. C'est comme ça d'ailleurs que je me suis présenté à l'agrégation en forçant les portes. Parce que le doyen m'avait dit « Mais comment ça se fait Est-ce que vous allez vous présenter ?» Mais on n'a pas demandé de poste. Et il avait rajouté à l'époque « Mais si vous avez du piston, dites-le moi.
je convoque tout de suite le conseil de fac. Je dis non, monsieur Doyen, je n'ai aucun piston. Donc, bon voilà. Mais parce que, bon, ça c'était le côté de ce qui restait d'espèce d'arrogance militante, quoi. Les gens qui vont changer le monde. Et puis, par contre, la marginalité qui fait que, on peut bouger plus facilement que quand on a un héritage ou la chaise du patron. Personne ne peut y toucher. C'était la chaise du patron. Donc on a connu ça hein, dans des services qui ont fusionné, où chacun se sentait porteur de l'héritage de son service ancien, très Et connu. comment vous expliquez que vous soyez toujours resté à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière? J'ai voyagé un peu dans la séance publique comme interne, Oui. mais c'est lié à quand même une génération, j'étais un peu en décalage, je peux dire. Dans une génération plus jeune, il était indispensable de partir à l'étranger. Moi, mes seuls rapports ont été finalement à Salles, Genève, etc. Ce qui n'a pas empêché beaucoup de vouloir faire de créativité, parce qu'il y avait aussi l'idée de voyager et de partir, c'est voyager et partir pour revenir avec quelque chose. Donc, c'est pas seulement de remplir une case. Je suis parti, j'ai fait le stage formel, ou comme les chirurgiens qui devaient faire des DEA, qui étaient parfois rien à voir avec ce qu'ils allaient faire plus tard. Bon, donc je crois que je suis de la génération d'avant, en fait, qui est effectivement a moins bougé que la génération qui a suivi. Hein. Et donc après, il m'a fallu pratiquement recréer un service, réattirer les jeunes, redevenir voilà. Mais on avait le sentiment d'avancer à l'époque. On avait le sentiment, de liberté. J'ai pu, grâce à la collaboration avec le directeur, passer d'un service de 60 lits à 35 lits. J'ai pu créer des unités. J'ai pu faire que 4 infirmières soient des infirmières cliniciennes qui suivent des malades en consultation avec nous. Mais là, et le directeur me disait, c'est bon. C'est bon. Vous dites moins de lits parce que justement vous aviez un meilleur suivi des malades. Oui, parce qu'on faisait beaucoup plus d'ambulatoires. Au lieu de garder les gens à rien faire, on pouvait les suivre, les former, faire de l'éducation. Ils rentraient chez eux, ils pouvaient revenir, on pouvait téléphoner, on pouvait les suivre. La télémédecine commençait par le téléphone, donc date depuis longtemps. Aujourd'hui, on parle des infirmières de pratique avancée. Moi, ça fait 20 ans que dans le service, on avait des infirmières cliniciennes, qui étaient des infirmières expertes en diabétologie, qui pouvaient suivre des malades avec des résultats remarquables. Alors, elles le faisaient avec nous. Et c'était souvent les malades les plus compliqués où on obtenait les meilleurs résultats. Donc, on a développé l'ambulatoire, mais j'avais dit en même temps, les infirmières, elles ne sont pas là seulement pour faire des prises de sang et des examens d'urine. Elles ont une compétence. Arrêtons avec ça. Donc là, pour vous, vous diriez que c'est un petit peu l'âge d'or de votre carrière médicale. Oui, après ça. De quelle période à quelle période? Je dirais dans les années 70, 75, oui. Jusqu'à les années 90, quoi. Ah oui. Jusqu'à la fin du siècle précédent. Il y a 15 ans, là, 10 ans, où on a une grande liberté, on peut changer les choses. À vrai dire, on a aussi un mode de financement qui, pour nous, convient. On a un budget global. Alors, quand vous avez un budget global, c'est-à-dire une dotation annuelle, mais que vous mettez des prothèses de plus en plus chères, vous n'êtes pas content du tout parce que vous avez bouffé votre budget au mois de septembre. Mais nous, en diabétologie, on n'avait pas de gros progrès. On n'avait pas de coûts très terribles. Ce qu'on va changer, c'est l'éducation du patient. C'est la spécialisation des infirmières. Le directeur dit, monsieur Grimaldi, je vous suis. Vous êtes dans les clous, c'est super. Allez-y. Et donc, je garde, moi, tout le personnel en réduisant complètement le nombre de lits, en développant l'ambulatoire, en mettant une unité de podologie. Enfin bon. Et donc, j'ai le sentiment d'une grande liberté en collaboration, en co-gestion avec l'administration. Moi, je me rappelle mon directeur, quand il arrive, il me dit, monsieur Grimaldi, vous n'aimez pas l'administration. Je vous apprendrai à changer. Quand il est parti, qu'il a quitté l'hôpital, j'ai dit, monsieur le directeur, vous avez gagné votre pari. Donc, quand on lui envoyait un mail, il répondait. On avait des réunions avec lui où on discutait médecine. Bien sûr. On discutait médecine. Il ne me disait pas il faudrait que vous hospitalisiez plus de malades pour faire rentrer l'argent, etc. On ne discutait pas business. Il me disait comment ça se fait que cette année, vous dépensez beaucoup moins d'antibiotiques que l'année dernière. Je dis, monsieur le directeur, c'est parce qu'on ne travaille plus avec les bactériologistes. On travaille avec les infectiologues.
On arrête de soigner les bactéries, on soigne les malades. Ah, mais c'est passionnant, il faut qu'on joue ça à vos collègues et qu'on organise une réunion, etc. D'accord. Donc, D'accord. voilà. C'est Vous n'aviez pas en face de vous un pur gestionnaire. Ah ben non, Hmm. parce qu'on avait un budget. Hmm. Alors, grâce au directeur de l'époque, c'était Alain Cordier, la science publique était un peu privilégiée. Et j'étais dans une spécialité, pas comme les chirurgiens, ou le cardiologue qui met des stents de plus en plus chers, ou les chirurgiens qui disent « mais moi je ne peux plus opérer, j'ai épuisé mon budget ». Alors, vous diriez que c'est à la fin des années 2000 Ouais, que au début des années 2000, fin des années... D'accord, ouais. début des années 2000, fin des... Ça tourne, que l'édifice commence à se fissurer. fissuré, 2004. 2004. Début de la T2A, tarification de l'activité, avec un discours qui est l'hôpital entreprise. D'accord. Alors là, on peut dire que c'est une nouvelle étape dans la vie tout court et la vie professionnelle du professeur Grimaldi. Oui, absolument, parce qu'à partir à la fois j'ai ce vieux passé militant qui met en scène pour moi, parce que construire un service, c'est long, c'est du temps, j'y passais, je pouvais être à 11h du soir à l'hôpital, comme d'autres collègues, hein. On ne regardait pas notre montre. Et tout d'un coup, d'ailleurs, on nous le reproche. Les gestionnaires reprochent aux chirurgiens de trop opérer. Qu'est-ce que vous faites à cette heure-là à l'hôpital? Vous avez une vision notariale de l'hôpital, que ça vous appartient, vous vous identifiez à vos services. C'est un obstacle à la gestion. Donc on ouvre des yeux ronds. Je me rappelle d'une phrase incroyable sur un collègue chirurgien. Il a l'orgasme de salle d'opération. C'est quasiment un vicieux, quoi. Il a plaisir à opérer. Mais nous, on avait effectivement plaisir. On venait le dimanche matin voir des malades qui avaient, même si on n'était pas de contre-visite, on passait pour un malade grave. Les malades restaient plus longtemps aussi. Hein. Ce n'était pas comme aujourd'hui. On n'était pas dans une chaîne de production où la seule question qu'on pose comme malade hospitalier, c'est quand est-ce qu'il sort, quand est-ce qu'il sort, quand est-ce qu'il sort. Donc on n'était pas dans cette ambiance-là. Et donc, en même temps, je suis diabétologue dans la maladie chronique où ce système de l'hôpital-entreprise ne marche pas du tout. Donc en 2004, on se réunit avec des collègues à Cochin, avec, pour ne pas le citer, José Timsit, un collègue diabétologue, et on lance un appel qui est l'appel de Cochin, qui se termine par pour que la carte bleue ne remplace pas la carte vitale. Donc voilà, on a le sentiment que... C'était clair. Voilà, on a le sentiment, on rentre dans une logique de management d'entreprise commerciale qui est pour nous impensable. Mais pour des collègues cardiologues interventionnels, qui mettent des stents ou des pacemakers ou des chirurgiens, eux, ils avaient le sentiment au contraire que le budget, c'était un corset. La tarification leur a paru comme une libération. Donc voilà. Alors ce tournant va se poursuivre, parce que après, il y a en 2009 votre opposition à la loi HPST, à la loi Bachelot. On peut peut-être rappeler rapidement sur quoi reposait votre opposition. Oui, donc 2004, on introduit la tarification d'activité, mais on nous promet, c'est Jacques Chirac qui est président de la République, on nous promet que ça ne dépassera pas la moitié du financement d'une activité médicale. 2008, décision, on passe à 100% T2A. Alors, sauf ce qui ne peut pas rentrer, typiquement la psychiatrie. Alors, on n'arrive pas à mesurer, quantifier, faire rentrer la psychiatrie ou l'éducation thérapeutique. Mais le reste de la diabétologie, c'est T2A. Donc, ça devient un truc absurde pour nous, parce que nous, on fait de l'éducation thérapeutique pour que les malades ne viennent pas à l'hôpital. Mais l'hôpital, il a intérêt à ce que les malades viennent le plus souvent possible. Bon, et chaque directeur, chaque année, nous dit vous avez quelle perspective d'augmentation de l'activité? Et moi, je réponds à chaque fois 0. Mon but, c'est pas d'augmenter l'activité, c'est de la diminuer. Je soigne les patients, pas pour qu'ils reviennent. Bon. Et d'ailleurs, les directeurs disent vous pouvez quand même faire revenir les patients. Bon. Vous pouvez quand même, au lieu d'avoir une hospitalisation longue, vous pouvez faire 2 hospitalisations. Le malade revient. Hein, pour son cancer, je me rappelle à Foch, une discussion avec le directeur. Le malade peut sortir, puis il reviendra, on mettra le cathéter, le porte-à-4 pour la chimio, comme ça fait 2 hospitalisations au lieu d'une. Et on rentre dans ce modèle effrayant. Alors, 2009, alors c'est un problème typiquement français aussi, qui nous choque complètement. On dissocie les réformes de santé, d'organisation, du financement. Le financement, c'est une chose.
Les réformes, c'est autre chose. C'est aberrant. Je veux dire, les Anglais me regarderaient. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, en 2009, on ne discute pas argent. Ça, c'est 2008. Madame Bachelot, on va réorganiser alors, la santé en général, ou la gestion de la santé avec les agences régionales de santé, mais aussi la gestion de l'hôpital. Et sa loi, d'ailleurs, qui initialement s'appelait PST, Patient, Santé, Territoire, change et devient Hôpital, Patient, Santé, Territoire. Hôpital. Et le modèle devient l'entreprise commerciale. D'ailleurs, on change les mots. Pour que tout le monde comprenne bien, on va prendre le langage du Code du commerce. Le patient doit s'appeler un client. On ne doit plus dire qu'on est dévoué, mais qu'on travaille à flux tendu. On ne dit pas qu'on répond à des besoins, mais qu'on gagne des parts de marché. À ce moment-là... Et ça rentre dans les têtes. On ne supprime pas des gaspillages ou des doublons. On a des gains de productivité. Donc à ce moment-là, on peut dire que votre fibre, disons, politique se réveille. Oui, mais en même temps, surtout, fibre politique dans l'aspect militant. Mais sur le sujet, pour moi, c'est service public. Parce que là, évidemment, j'ai un âge où je suis revenu de l'arrogance de la jeunesse qui sait tout sur tout et qui a réponse à tout. Moi, je me dis, je connais l'hôpital, la diabétologie, ça m'a rendu modeste. Hein. J'ai consacré toute ma vie à 2 maladies, diabète type 1 et diabète type 2, avec le sentiment de ne pas tout connaître et que je devais travailler. Donc, bon. Mais alors, sur ça, je dis, moi, leur système, c'est aberrant pour la maladie chronique. Bon. Et d'ailleurs, quand on parlait avec les décisionnaires, ministres ou autres, c'était « vous avez raison, mais tout le monde n'est pas comme vous ». Et puis bon, en gros, d'ailleurs, ils ne parlaient que de chirurgie. Hein, à l'époque de Mme Bachelot, on ne parle que des blocs opératoires. Et là, la phrase du président Sarkozy est typique. Il faut qu'il y ait un seul patron à bord à l'hôpital, le directeur. Et dans la loi, ce directeur peut venir de l'entreprise privée. Donc avec la loi Bachelot, on peut dire que c'est le début de l'hôpital-entreprise. Oui, alors Mme Bachelot, elle dit au ministère, personne n'emploie le mot hôpital-entreprise, parce qu'elle est politique et elle comprend bien que ça ne passe pas dans la population. Mais en pratique, c'est bien de ça dont il s'agit. On met en place la gestion de type hôpital-entreprise commerciale. À l'époque, Jean de Cavazoué, qui est un ancien directeur des hôpitaux, dit le mot marketing choque, mais c'est bien de cela dont il s'agit. L'hôpital cherche à vendre. Et il vend quoi? Il vend des séjours. Hein, et l'idée initiale, d'ailleurs, c'est de mettre en concurrence les hôpitaux avec les cliniques. Hein, et on a à l'époque cette idée, seule la concurrence permet d'obtenir la qualité au plus bas coût. Alors, en médecine, c'est faux. En médecine, c'est complètement faux. La concurrence ne fait pas baisser les prix, elle les fait monter. Pour la raison simple, c'est que tout le monde pense spontanément que si c'est cher, c'est que c'est mieux. Et pour la santé... Alors, il m'arrive une anecdote que j'aime raconter qui est typique de ça, c'est qu'avec des collègues, donc Jean-Paul Vernant, qui est onco-hématologue, on rencontre un ancien Premier ministre de la France, avant 2012. Et on lui explique ce qu'on pense. Il y avait également Bernard Granger, psychiatre. Il nous dit « Messieurs les professeurs, je comprends vos valeurs, d'ailleurs pour l'essentiel je les partage, mais il faut être lucide. La santé devient un business mondial. La France est très bien placée sur ce business. Qu'on le souhaite ou non, il y aura des hôpitaux 4 étoiles, 3 étoiles. La Jet Society arrivera dans ces jets privés, sera transformée en hélicoptère dans les suites des hôpitaux 5 étoiles. » Et là, Jean-Paul Vernant lui dit « Monsieur le Premier ministre, ça existe déjà, ça ne marche pas. » Alors l'autre est interloqué, il dit « Où est-ce que ça existe ?» Et Jean-Paul Vernant lui dit « Mais c'est quoi d'autre que l'hôpital américain de Neuilly ?» Là, panique à bord, le Premier ministre lui dit « Ah bon, je dois m'y faire opérer dans 15 jours. » Et Vernant, très froid, dit « S'il y a bien un endroit où je ne me ferai pas opérer, c'est là. » Du coup, panique complète, voilà mon problème, est-ce que vous n'avez pas un collègue qui pourrait s'occuper de moi? Et ça, c'est typique. Oui. C'est en santé, vous êtes pris dans l'émotion, le symptôme commun, c'est l'angoisse, et vous êtes prêt à faire confiance, y compris éventuellement à des charlatans, et à payer très cher si on vous dit que ça pour sauver votre enfant, sauver votre mère, ou voilà. D'où d'ailleurs le fait qu'on ait une profession assermentée.
hein. On prête serment de ne pas abuser de ce qu'est cette asymétrie qui ne permet pas à des lois du marché de fonctionner. Donc voilà, on n'est pas du tout en train de faire ses courses ou de s'acheter une bagnole. Alors, reprenons un peu Ouais. votre parcours. Donc là, nous étions en 2004. On ne peut pas suivre année par année, mais disons, nous étions en 2009 Neuf. avec la loi Bachelot, excusez-moi. Et disons, la décennie qui s'annonce, elle va aboutir en 2019. Vous allez devenir cofondateur du comité interhôpitaux. Et rappelons donc, depuis 2019, nous avons eu à l'étal de nos librairies. En 2011, Manifeste pour une santé égalitaire et solidaire. 2017, votre direction participation au livre très important Les maladies chroniques vers la troisième médecine. 2021, Manifeste pour la santé 2022. Et dernier né qui paraîtra en octobre 2022, l'hôpital nous a sauvés, sauvons-le. Alors là, est-ce qu'on n'entre pas dans la phase André Grimaldi? Bon, c'est un peu facile, c'est lanceur d'alerte, mais enfin beaucoup plus que ça, c'est-à-dire que comme quelqu'un qui, malgré tout, en dépit d'un diagnostic pour le moins défavorable pour l'hôpital, va enchaîner les prises de position, les ouvrages, les interventions médiatiques. Alors là, on peut dire que c'est quand même un tournant aussi dans votre vie. Oui, c'est un tournant parce que c'est un tournant dans ma vie, mais c'est un tournant surtout dans, dans ce qui se passe dans la société, je veux dire. La crise du Covid, on pouvait l'interpréter de deux manières. Au fond, grande pandémie, grande crise, mais parenthèse. Bon, il faudra rectifier un certain nombre de choses. Le Covid nous a montré quelque chose qui n'allait pas, mais en gros, c'est une parenthèse. Ou bien on pense, ce qu'a écrit d'ailleurs Boris Cyrulnik, que c'est le début de la catastrophe. C'est-à-dire que les crises vont s'enchaîner les unes les autres, qu'elles soient climatiques, politiques, migratoires, et elles auront toutes des conséquences sanitaires. Et qu'on est rentré en période des crises. Alors on peut le voir de manière absolument dramatique, et il faut le voir d'ailleurs avec sérieux. Hein. On peut le voir aussi comme l'espèce humaine elle se pose les questions qu'elle peut résoudre. C'est-à-dire face aux crises, il va falloir réagir. Alors on peut regretter que le Covid-19, au fond, n'ait pas permis de tirer toutes les leçons qu'il aurait dû permettre. La première vague, avant le vaccin, il y a eu des discours de notre président qui donnaient le sentiment qu'il avait compris. Hein. Il y a des biens supérieurs qui doivent être passés au-delà, en dehors du marché, a-t-il dit. Il faudra prendre des décisions de rupture, je les assumerai. Et pour qu'on soit très convaincu, il avait rajouté « nous devrons changer, moi le premier ». Donc il y avait le sentiment qu'on était dans une vraie rupture, alors qu'on était dans la continuité. En gros, Sarkozy, Hollande et quinquennat Macron, c'était la continuité absolue, qui avait commencé d'ailleurs avant. Donc là, et puis, le vaccin est arrivé, et puis on a tourné la page, on n'en parle plus. Donc, c'est ça qu'au fond, je me dis, qu'est-ce que je peux faire? C'est aider à préparer éventuellement la réponse aux nouvelles crises qui passent forcément par un service public, mais un service public rénové, pas un service public bureaucratique avec une gestion pseudo-commerciale aberrante. Alors, ça, on y reviendra lorsque nous passerons au crible les notions, mais concernant votre parcours, ce que j'aimerais bien comprendre, c'est que vous avez déclaré au début, disons, de ce que j'appelle, pour simplifier, mais c'est pas faux non plus, le tournant médiatique. Vous découvrez, je crois que c'était un article du Parisien et d'autres, que finalement, on n'est plus écouté. On n'est plus écouté par les politiques quand on intervient dans les journaux ou dans les médias que, évidemment, quand on se tait. Mais est-ce que, justement, 10 ans, 15 ans après ce constat, est-ce que vous avez toujours, disons, si je puis dire, le même optimisme sur l'effet, les conséquences de vos interventions
tant médiatique que dans vos ouvrages, puisque le dernier, je le rappelle, s'appelle L'hôpital nous a sauvés, sauvons-le. Est-ce que vous avez la même ferveur, si je puis dire? Vous voyez ce que je veux dire par rapport à vos interventions? C'est difficile de répondre à votre question. C'est sûr que j'ai découvert ça, c'est que quand on est commencé à rentrer dans un manque d'internes et dans la crise, Mattei était ministre, avec plusieurs collègues. Alors à l'époque, quand on signait à 15 ou à 20, ça paraissait très important. Aujourd'hui, c'est lié. On lui envoie une lettre, pas de réponse. J'envoie cette lettre à France Info un mois après. Et France Info, ça les intéresse, ça passe en boucle. Ils me cherchaient partout. Bon, et venez vite au ministère. Bon, donc, alors depuis, ça s'épuise. C'est-à-dire que du temps des mandarins, il suffisait que le mandarin passe son coup de fil, le ministre arrivait. Ensuite, nous, on était à 15. Puis maintenant, puis après, avec la loi Bachelot, on a défilé devant chez elle. On ne le recevait même pas. Donc, l'ère des mandarins, je peux vous dire, était bien terminée. Oui. Alors, j'ai découvert dans des livres écrits par un directeur, gros livre, sur l'évolution du système de santé, au fond, qui reprochait aux médecins hospitaliers, et il me citait normalement, d'avoir freiné l'évolution. En gros, en quelque sorte, l'hôpital est mourant, mais un certain nombre de gens font de l'acharnement thérapeutique. C'est à nous. Si on avait été plus loin dans la privatisation, on aurait la souplesse et on serait dans un monde merveilleux. C'est pas ce qu'on a vu avec le premier épisode du Covid. 85% des patients atteints du Covid ont été soignés à l'hôpital public. On a vu une adaptabilité de l'hôpital public incroyable, beaucoup plus que des cliniques. Et là, il n'était pas question de dépassement d'honoraires, il n'était pas question de gaspillage, on manquait de tout. Donc on a vu ce que ça pouvait être un service public. Même le privé, qui s'est associé au public, fonctionnait comme un service public. C'est vrai. Donc ce n'était pas le statut qui faisait qu'on était un service public, mais on était un service public au service du public, pas un service public au service de ses agents. Non. Alors, paradoxalement, je vais vous dire, on sera obligé de changer s'il y a des crises. Notre rôle actuellement, c'est, sans tomber dans la démagogie, de préparer les outils pour que les changements puissent affronter la crise et puis que les générations qui viendront ne partiront pas de rien, ne devront pas tout redécouvrir, auront des outils pour dire on est prêt à. Donc on s'est posé des questions très concrètes. Alors ça, c'est des reproches que je peux faire au parti de gauche, où un peu il y a du yaka. Moi j'aborde la question, il y a 20 à 30% des prescriptions et actes médicaux qui sont injustifiés. Bon, ce que dans la gauche on ne parle pas, il n'y a jamais de... Bon, on a en France, on était en 28e position pour le salaire des infirmières sur 32 pays de l'OCDE avant le Ségur. On est passé en 16e position, mais pour les frais de gestion du système de santé, on est en 2e position, juste derrière les USA. Parce qu'on se trimballe du point de vue historique une double gestion incroyable. 7,6 milliards de frais de gestion pour les mutuelles et assurances complémentaires et 6,9 milliards pour la Sécu. Bon, donc ça, il y a eu le débat avorté sur Grande Sécu. Bon, donc tout ça se trouve dans ces livres dont vous parlez, faits avec, alors qu'on a élargi, avec des sociologues, avec des politistes, avec Didier Tabuteau, qui maintenant dirige le Conseil d'État. Donc on s'est formé nous-mêmes à une discipline où, pour des raisons historiques, la France était très en retard, la santé publique. Et à une dimension de la santé publique qui est l'organisation du système de soins. Hein, en 1958, la grande réforme, elle est pensée par des médecins. Alors ça, on y reviendra, mais est-ce pour cette raison, professeur Grimaldi, cette raison donc, qui a partie liée avec la transmission, la nécessité de la transmission, vous êtes toujours docteur, vous êtes toujours consultant, vous avez toujours des consultations, vous enseignez, et est-ce pour cette raison que vous, qui êtes né en 1944, vous considérez que votre place est encore aujourd'hui à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière? Je le dis
aussi immédiatement pour ceux qui nous écoutent, c'est pas pour l'argent que vous êtes là, puisque je crois que vous aviez déclaré un jour qu'on vous donnait honorablement 200 euros. Non, c'est fini même. C'est fini. Donc, il n'y a même plus 200 euros par mois. Oui. Donc, on peut dire que vos livres, d'une part, votre enseignement, d'autre part, et votre travail, disons, de médecin, c'est véritablement au regard, disons, de cette nécessaire transmission que vous l'accomplissez. Oui, mais enfin, en même temps, c'est une identité. C'est-à-dire que, Oui. au fond, c'est un métier. On parle beaucoup du travail, de la valeur travail. Ben, il y a dans le travail, possiblement, un épanouissement. Ce qui me rend très triste, c'est que ce soit plus le cas d'un certain nombre d'infirmières qui ont jamais vu une secrétaire, d'assistante sociale, qui n'ont jamais vu l'hôpital dans cet état-là. Bon, nous, on a connu une équipe où on était tous sur le même bateau. Alors, on n'avait pas tous les mêmes responsabilités, pas tous le même temps de travail. On avait un sentiment avec les infirmières, les agents hospitaliers, les aides-soignantes. Et avant chaque visite, auprès du malade, on avait une réunion où tous les intervenants étaient là et on respectait des règles. On ne parlait pas de technique médicale. On parlait de comment va le malade, comment il vit, est-ce qu'il mange, est-ce qu'il reçoit des visites, est-ce qu'il n'a pas des visites, comment il sortira, l'assistance sociale, etc., qui se faisait avant d'aller voir le malade. Et au lit du malade, on ne parlait qu'au malade. Donc on était dans une équipe, donc on avait le sentiment de progrès, on tirait les leçons, on faisait le bilan annuel de ce qui allait et ce qui n'allait pas. Je vois que tout ça est aujourd'hui très difficile. Celle qui fut mon assistante, qui est maintenant chef de service, dans lequel je suis maintenant, je travaille comme bénévole, elle m'a appris que maintenant, le nombre de lits dépend du nombre d'infirmières. Un jour, il y a 8 lits ouverts, le lendemain, il n'y en aura que 6, selon le nombre d'infirmières dont on dispose. C'était impensable. On est dans une espèce de chaos. Donc il y a un problème d'identité personnelle, je vous dirais de manière un peu provocatrice, moi je sais faire que ça, donc je fais ce que je sais faire. Et deux, il y a un devoir, c'est celui d'aider à la transmission, parce que dans les crises, il faudra bien, d'une manière ou d'une autre, reconstruire un service public. Alors lequel et comment, donc le relais a été pris, hein. Il y a les jeunes neurologues de la Pitié, il y a Anne Gervais qui est pathologue, il y a Olivier Miron qui est cardiologue. Tout ça sont des gens beaucoup plus jeunes. Agnès Hardman qui m'a succédé, qui ont pris le relais, y compris le relais médiatique. Donc j'ai le sentiment d'avoir passé le témoin. Néanmoins, on peut continuer à réfléchir, à écrire, pour que on n'ait pas, notre génération, le sentiment d'un naufrage, d'un gaspillage. On a connu une époque heureuse. Je ne suis pas nostalgique, hein, notamment des mandarins et notamment de ce qu'était le statut des malades. Aujourd'hui, les malades, même si c'est insuffisant, c'est un grand progrès. La place des malades, des associations de malades dans le système de santé a extrêmement progressé, y compris grâce à Didier Tabuteau et Kouchner. Mais voilà, donc c'est à la fois la suite de ce que j'ai toujours fait et une identité personnelle, de ne pas se dire maintenant j'ai fini, je tourne la page, je vais au soleil en train de bouquiner, quoi. Un dernier mot. Vous avez parlé de métier, mais la médecine est avant tout un art. Si vous aviez à définir ce qui vous porte, disons, à encore recevoir des patients. Vous avez parlé tout à l'heure de modestie. Vous êtes un grand diabétologue et pourtant vous avez dit j'ai encore plein de choses à connaître et à apprendre. Comment, en quelques mots, pourriez-vous définir cet exercice de la médecine? Alors, le médecin, c'est trois choses. C'est devenu un ingénieur. Parce que la médecine est de plus en plus scientifique. Donc il y a des règles, des choses qui se font, c'est pas des choses qui se font. Alors ça bouge en permanence. Quand on nous dit il y a des recommandations qui viennent sortir, à peine sont-elles écrites qu'elles sont déjà dépassées. Parce qu'on a une progression qui est absolument fascinante. D'ailleurs, on ne peut plus tout savoir. Donc on doit travailler avec les autres. C'est aussi un artisan. Interdiscipline. Oui. Alors c'est un ingénieur, mais c'est aussi, donc, à la rigueur de l'ingénieur. C'est aussi un artisan. De l'expérience, savoir-faire, qui tâtonne. On fait encore le système essai, échec, analyse, correction. Hein, on tâtonne, et on tâtonne avec le bâton. On bricole encore.
C'est ce qui fait d'ailleurs que la différence des fois entre un médecin et un autre. Hein. On peut être un bon ingénieur, mais pas très bon artisan. Et puis ça doit être un artiste quelque part. Et un artiste en quel sens? Au sens, non pas de l'émotion esthétique, hein, mais au sens de l'art de la relation. C'est-à-dire au sens de l'empathie. Au sens que dans l'art en général, il y a un sentiment d'empathie. Je vis un autre monde, celui de l'artiste, celui du tableau, celui d'un... Enfin bon, je pénètre dans un autre monde. Et donc l'empathie, alors l'empathie, c'est à la fois inné, lié à l'être humain, et à d'autres animaux, mais ça se cultive. Alors, on peut aussi le détruire, ça c'est le propre de l'être humain, hein, et faire des barbaries. Mais aussi, on peut... alors, pour les jeunes notamment, alors, c'est ce qu'on a appelé la médecine narrative. Hein. Je disais moi toujours aux étudiants, on dit comment, quand on est étudiant en médecine, on apprend comment son métier en prenant l'observation du malade. Il y a un plan, qui maintenant est informatique, où il y a l'observation du malade. J'ai dit, mais ça n'a jamais été l'observation du malade. C'est l'observation de la maladie. Alors je disais toujours aux étudiants, prenez-moi la deuxième observation. Il y a l'observation de la maladie et il y a l'observation du malade. Et là, ils étaient perdus. Ils disaient, mais quel est le plan, monsieur, de l'observation du malade? Donc, bon, c'est-à-dire de la médecine narrative, comment le malade vit son hospitalisation, comment il vit sa maladie, quels sont ses projets dans la vie. Tout ça renvoie éventuellement à son passé, à ses histoires de vie. Ça ne se raconte pas comme ça. D'où on retrouve ce que je disais de Jean-Philippe Assal, le fait qu'il travaille avec des psychologues. Bon, donc c'est ces trois dimensions de la médecine. Le médecin est un ingénieur, est devenu un ingénieur. Il doit rester un artisan et il faut qu'il soit un artiste dans la relation avec une dimension de l'empathie. Donc, alors qui peut être une empathie non seulement cognitive, je comprends ce que vit le malade, mais émotionnelle. Ce qu'il vit me touche. Et je peux l'aider. Hein, donc, cette dimension-là, bon, c'est une dimension émotionnelle qui fait que moi, j'ai importé de Genève, dans la Pitié Salpêtrière, le théâtre du vécu, avec des comédiens professionnels, avec un metteur en scène professionnel, pour que les malades puissent mettre en scène leur propre histoire. Et ils ne sont pas acteurs eux-mêmes, ils sont metteurs en scène. Ils dirigent des comédiens. Et maintenant, dans le monde moderne, ils sont en train de faire ça en distanciel. Et je reçois des lettres de collègues de Marseille, enthousiastes, avec des articles des journaux locaux, le théâtre du vécu à l'hôpital. Bon, donc, dans cette grande régression, cette grande crise, en même temps, on voit toutes les potentialités de ce qu'on pourrait faire. Hein.